Imaginez que vous êtes le président de l'organisation sportive la plus puissante de la planète. Vous avez passé 2 ans à tisser une amitié personnelle avec le dirigeant du pays hôte. Vous avez inventé un prix, un globe d'or tenu par plusieurs mains, une médaille d'or, un certificat, et l'avez décerné sur scène devant les caméras lors de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du Monde. Vous avez ouvert un bureau dans sa tour, vous avez monté sur son podium avec une casquette rouge. Vous l'avez désigné publiquement comme un ami proche et il vous a appelé le roi du football en retour. Vous avez fait tout ce qu'un homme dans votre position peut faire pour garantir le bon déroulement de ce tournoi. Puis, 3 jours avant le coup de sifflet d'ouverture, un arbitre que vous aviez vous-même choisi, un homme qui aurait été le premier de son pays à officier jamais lors d'une Coupe du Monde, atterrit à l'aéroport international de Miami avec un visa valable, est retenu pendant plusieurs heures, puis embarque sur un avion à destination du pays d'où il vient. Et vous vous tenez devant les caméras à Mexico et déclarez « C'est regrettable, mais nous ne contrôlons pas tout. Peut-être que parfois il vaut mieux se détendre. » C'est là où se trouve la Coupe du Monde 2026, c'est là où se trouve la FIFA. Et cela, en une phrase, résume le contenu de cette vidéo. Le football a déjà commencé au fait. Le Mexique a battu l'Afrique du Sud 2-0 lors du match d'ouverture au stade Azteca le 11 juin. 3 cartons rouges, un stade plein de 87 000 spectateurs, Shakira sur le terrain et le drapeau américain hué lorsqu'il a apparu sur le grand écran. Le résultat était réel, le chaos était réel. Mais le résultat n'est pas l'histoire. L'histoire a commencé avant que le premier ballon ne soit frappé, dans les aéroports, aux postes frontières, dans les consulats et dans la salle de presse de la Maison-Blanche où Donald Trump s'est adressé aux journalistes en déclarant, mot pour mot, « Nous travaillons très étroitement pour nous assurer que les bonnes personnes entrent dans notre pays. » Les bonnes personnes. Laissez cela reposer un instant. Je couvre les problèmes structurels autour de ce tournoi depuis des semaines. Les enquêtes sur le prix des billets, les dépassements de coûts de plusieurs milliards de dollars au Canada, les promesses d'accueil non tenues, la relation Infantino-Trump que le New York Times a décrite dans une enquête complète comme un effort de plusieurs années pour courtiser le président. Mais même moi, je n'étais pas préparé à la semaine qui a précédé immédiatement la cérémonie d'ouverture. Parce que ce qui s'est passé dans les 7 jours avant le 11 juin n'était pas une histoire de gouvernance qui se construit lentement. C'était une série d'incidents, chacun précis et documenté, qui ensemble révélaient à qui ce tournoi était réellement destiné et à qui il ne l'était pas. Commencez par le nombre le plus simple, 49. C'est le nombre de pays inclus dans l'interdiction de voyage des États-Unis mise en place par l'administration Trump en 2025. Et c'est le nombre qui compte pour ce tournoi. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 réunit 48 nations participantes, ce qui signifie que l'interdiction de voyage couvre une partie importante de la planète censée se présenter pour jouer, arbitrer et regarder l'événement que les États-Unis co-organisent. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un détail administratif mineur. C'est une collision structurelle entre 2 systèmes, la promesse de la FIFA d'accueil universel et l'architecture migratoire du gouvernement hôte, que la FIFA n'avait aucun plan pour résoudre et qu'elle n'a finalement pas pu résoudre. Le cas de la Somalie est celui où cette collision a pris une dimension humaine. Omar Abdulkadir Artan était l'un des 52 arbitres personnellement sélectionnés par la FIFA pour ce tournoi. Il était, selon tous les critères pertinents à sa profession, l'un des meilleurs au monde. Il possédait un visa valable. Il a volé depuis la Turquie, où il terminait sa préparation pré-tournoi, vers l'aéroport international de Miami. Il est arrivé. Les douanes et la protection des frontières des États-Unis l'ont détenu. La raison invoquée, rapportée par la Task Force de la Maison-Blanche pour la Coupe du Monde, dirigée par Andrew Giuliani, était des liens avec des membres supposés d'organisations terroristes. Artan a nié de tels liens. La FIFA a confirmé ses références. Son passeport diplomatique était valable. Il avait déjà franchi le système de passe FIFA qu'Infantino avait personnellement négocié avec l'administration Trump comme solution accélérée pour exactement ce type de situation. Rien de tout cela n'a compté. Il a été remis à bord d'un avion. L'Associated Press a couvert son retour à Mogadiscio. Des partisans l'ont accueilli à l'aéroport international d'Aden Abdul. Il y avait des responsables. Il y a eu une réception. Il a été traité en Somalie comme ce qu'il était, un homme lésé. Cette image, l'accueil héroïque d'un arbitre qui n'a jamais pu arbitrer, est l'image à laquelle je reviens sans cesse, car elle renferme toute l'histoire en un seul tableau. La Somalie a célébré ce que les États-Unis ont refusé de reconnaître. Et puis Infantino s'est tenu à Mexico et a dit de se détendre. Je veux être précis sur ce qu'Infantino a réellement déclaré, car la citation complète importe.
Lors de sa conférence de presse pré-Coupe du Monde le 10 juin, il a déclaré aux journalistes « C'est regrettable ce qui est arrivé à Omar, l'arbitre somalien, mais encore une fois, nous ne contrôlons pas tout. Nous essayons, nous discuterons, nous verrons. Peut-être que parfois il vaut aussi bien se détendre. » Puis il a ajouté « Nous ne sommes pas des rois du monde qui peuvent annuler les décisions des administrations ou de la police. Nous sommes une organisation sportive. Nous essayons de faire autant que nous le pouvons. » Le New York Times a publié cela sous le titre « Le président de la FIFA dit aux critiques de la Coupe du Monde de se calmer ». Al Jazeera l'a diffusé avec le titre « Infantino défend les États-Unis comme hôte de la Coupe du Monde au milieu d'une polémique de visa ». Réfléchissez à ce que ces deux cadrages révèlent lorsqu'ils sont placés côte à côte. Le NYT a vu un président dans le déni. Al Jazeera a vu un président défendant un partenaire politique. Les deux avaient raison. Parce qu'Infantino n'a pas seulement dit « se calmer », il a également affirmé « sans Trump, il n'aurait pas été possible d'être ici ». Cette phrase est apparue dans la couverture de la Gazzetta dello Sport, du même point de presse et a depuis largement circulé. Sans Trump, cette Coupe du Monde n'existerait pas, telle est la déclaration publique du président de la FIFA à la veille du tournoi. Et dans un sens étroit et transactionnel, il peut avoir raison. L'engagement personnel de Trump dans le processus d'organisation, sa présence à la cérémonie du tirage, son adoption publique de l'événement comme le sien, ont facilité certains itinéraires logistiques qui auraient pu être plus complexes. Mais cela a aussi créé l'enchevêtrement politique qui a produit le cas somalien. Le système de passe FIFA était censé empêcher exactement ce qui est arrivé à Artan. Il ne l'a pas fait. Et quand il a échoué, le président de la FIFA a dit au monde de se détendre. Le cas somalien a été le plus visible. Ce n'était pas le seul. Le reportage complet d'Al Jazeera du 11 juin a documenté le tableau complet. Environ 15 membres du personnel technique et d'appui de l'Iran se sont vus refuser tout visa américain. Les joueurs iraniens n'ont reçu leur visa que 10 jours avant leur premier match, le délai minimal absolu pour toute préparation de tournoi. La formation iranienne est basée à Tijuana, au Mexique, et traversera la frontière pour chacun de leurs matchs de phase de groupe à Los Angeles et Seattle, retournant au Mexique après chaque rencontre. L'Iran a boycotté la cérémonie du tirage à Washington en décembre 2025, après que les autorités américaines aient refusé les visas aux membres de leur délégation pour cet événement. La FIFA a dû organiser une procédure de tirage séparée, à distance, pour l'Iran. Ce n'est pas un détail mineur. C'est le fait que l'organe directeur du football mondial a tenu 2 tirages, l'un pour les nations dont les délégations étaient pour les bienvenus dans le pays hôte, et un autre séparé pour la nation dont la délégation ne l'était pas. L'histoire de l'Irak a une autre tonalité. Ayman Hussein, l'un des joueurs irakiens les plus importants, est arrivé à Chicago O'Hare et a été détenu près de 7 heures. Son téléphone a été inspecté. Il a été interrogé. Il a finalement été autorisé à entrer. Le photographe officiel de l'équipe irakienne ne l'a pas été. Talal Salah, chargé de documenter la participation de sa nation au tournoi, voyageant avec des accréditations officielles FIFA, a été détenu plus de 10 heures et a été complètement interdit d'entrer aux États-Unis. Hussein, après sa libération, a demandé publiquement « Les États-Unis sont-ils le monde s'ils sont si hostiles aux ressortissants étrangers ?» Je n'ai pas de réponse claire à cela. L'arrivée du Sénégal aux États-Unis a été capturée en vidéo sur les réseaux sociaux et largement diffusée. Les joueurs ont été photographiés, l'un après l'autre, soumis à des chiens renifleurs et à des détecteurs de métaux, avant d'être autorisés à traverser le terminal. L'Ouzbékistan a signalé un traitement similaire. Ce sont des équipes qui participent à la Coupe du Monde. Elles possèdent une accréditation FIFA. Elles détiennent des visas valables. Elles ont subi exactement le type de contrôle de sécurité que l'on appliquerait à des personnes en qui l'on n'a pas confiance. Et ce contrôle était visible. Il a été filmé, il a été partagé, il a été vu par des gens, au Sénégal, en Ouzbékistan, en Irak, en Somalie et en Iran, des personnes dont les équipes concourent dans un tournoi vendu au monde comme la célébration de la capacité du football à unir les nations. Je reste sur cette image, les joueurs sénégalais, photographiés un à un avec des chiens dans un aéroport américain pour une phrase de plus. L'impact visuel de cette image, dans le contexte d'une Coupe du Monde, n'est pas une anecdote secondaire. C'est l'histoire. Passons maintenant à Trump, directement. Parce que le rôle de Trump dans tout cela n'est pas accessoire. Il est structurel. Et son affirmation « les bonnes personnes » est la formulation la plus claire de cette structure qui figure dans les archives publiques.
Le 9 juin, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, on a directement demandé à Trump les difficultés de visa affectant les participants à la Coupe du Monde. Sa réponse, rapportée par The Hill, Al Jazeera et Cannes Media, était « Nous travaillons très étroitement pour nous assurer que les bonnes personnes entrent dans notre pays ». Voilà la phrase. 4 mots au milieu portent tout le poids. Les bonnes personnes. Un président américain, interrogé sur les mécanismes d'un événement sportif mondial que son pays co-organise, a choisi de cadrer la question de qui peut assister comme une question de qui sont les bonnes personnes. Il n'a pas dit pratiquement participants qualifiés, ni tous ceux qui possèdent une accréditation FIFA valable. Il a dit les bonnes personnes. Je ne vais pas vous dire de façon définitive ce qu'il entendait par là. Il ne l'a pas défini, aucun journaliste présent n'a obtenu de précision officielle. Mais la phrase n'est pas apparue dans le vide. Elle a émergé dans un contexte précis. Un arbitre somalien venait d'être renvoyé. Un attaquant irakien venait de passer 7 heures dans un aéroport. La délégation iranienne devait franchir une frontière internationale avant chaque match. 15 membres du personnel d'une équipe nationale se sont vus refuser leur visa. Le Sénégal a été photographié sous un contrôle de sécurité individuel intensif. Dans ce contexte, les bonnes personnes n'est pas une expression neutre. C'est un principe d'organisation. Et c'est le principe qui régit actuellement l'accès à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. C'est la partie de cette histoire que je trouve la plus inquiétante. Pas les cas individuels, aussi graves soient-ils. Ce qui me trouble, c'est que la FIFA a conçu tout un cadre. Le système de passe FIFA, la procédure de visa accéléré, les accords bilatéraux avec le gouvernement américain, précisément pour prévenir ces cas. Le système était présenté comme une solution. Infantino l'a annoncé comme la preuve qu'il avait réussi à négocier la relation politique avec Trump pour protéger les participants du tournoi. Et puis, quelques jours après le début du tournoi, l'arbitre somalien a été refoulé à la frontière. Le photographe irakien a été refusé d'entrer. 15 membres du personnel iranien n'avaient pas de visa. Le système censé protéger tout le monde n'a pas protégé tout le monde. Et quand on a demandé à Infantino pourquoi, il a répondu « Nous ne contrôlons pas tout ». Cette réponse révèle quelque chose de précis sur ce que la FIFA est devenue dans sa relation avec l'administration Trump. Elle est devenue subordonnée. Pas dans un sens formel, juridique, mais dans un sens pratique, opérationnel. La FIFA peut négocier, la FIFA peut demander, la FIFA peut obtenir des procédures accélérées, mais la FIFA ne peut pas annuler une décision de la Customs and Border Protection à l'aéroport international de Miami. La FIFA ne peut pas inverser le refus de visa de 15 membres du personnel d'une équipe nationale. La FIFA ne peut pas retenir un arbitre accrédité lorsqu'un service de la sécurité intérieure décide qu'il doit quitter le pays. Infantino le sait. Il l'a dit lui-même. Nous ne sommes pas des rois du monde qui peuvent annuler les décisions des administrations. C'est une affirmation vraie. C'est aussi une reconnaissance de quelque chose que la FIFA n'avait jamais dû admettre publiquement à une telle échelle, que l'organisme dirigeant du football mondial ne gouverne pas les conditions dans lesquelles se déroule la Coupe du Monde. Je propose ici un cadre analytique, non pas comme provocation, mais comme lentille historique à appliquer avec prudence. Les historiens qui étudient les méga-événements constatent de façon récurrente que les gouvernements nationalistes utilisent les grands événements sportifs internationaux non pas principalement comme des célébrations, mais comme des vitrines de pouvoir et de validation sélective. L'événement lui-même importe moins que le contrôle exercé sur lui. Qui est invité, qui est exclu, qui décide. Les Jeux olympiques de Berlin 1936 sont la référence qui revient le plus souvent dans ces discussions, non pas parce que les situations sont comparables sur le plan moral, elles ne le sont pas, mais parce que le schéma structurel est reconnaissable. Un État utilise la plateforme mondiale du sport pour projeter une image particulière de lui-même, tout en prenant des décisions d'accès qui reflètent dans ses priorités politiques plutôt que les valeurs universelles que l'événement prétend incarner. Trump a passé 2 ans à dire que cette Coupe du Monde lui appartenait. Il a accepté un prix de la paix de la FIFA sur scène lors du tirage, un prix inventé 1 mois avant la cérémonie, sans approbation du conseil de direction de la FIFA. Il possède une réplique du trophée de la Coupe du Monde dans le bureau ovale. Il a déclaré aux journalistes le 9 juin que son administration veille à ce que les bonnes personnes entrent. La Maison-Blanche dispose d'une task force dédiée à l'événement, dirigée par son fidèle. Andrew Giuliani a défendu l'exclusion de l'arbitre somalien comme une procédure de vérification appropriée. Trump lui-même, interrogé sur la controverse, a dit aux journalistes de simplement se calmer. Je ne compare pas cela à Berlin 1936.
Je dis que le schéma structurel, le contrôle étatique de l'accès à un événement international, enveloppé dans le langage de la sécurité et de la procédure, défendu par l'organe dirigeant de l'événement comme une chose que l'on ne peut pas contourner, mérite d'être nommé et de être observé. Car la question à laquelle aucun dirigeant de la FIFA n'est prêt à répondre publiquement est la suivante. À quel moment le contrôle du gouvernement hôte sur qui peut assister transforme le tournoi en quelque chose de différent de ce que la FIFA prétend être? Le principe fondateur de la FIFA est que le football appartient à tout le monde. Ce principe est la source de la légitimité de la FIFA, de ses revenus, de son autorité politique auprès de 211 associations membres à travers le monde. Quand le gouvernement hôte décide qui sont les bonnes personnes et que la FIFA dit qu'elle ne peut pas contrôler cela, le principe et la pratique ne sont plus les mêmes. Infantino a déclaré sur le record que sans Trump, il n'aurait pas été possible d'être ici. Cette phrase mérite d'être méditée longtemps, parce qu'elle implique que la faveur de Trump est une condition préalable à l'existence de la Coupe du Monde dans sa forme actuelle. Et si cela est vrai, si la Coupe du Monde nécessitait l'engagement personnel de Trump comme garant politique, la question de ce que la FIFA a donné en échange de cette faveur n'est pas une question de conspiration. C'est une question de gouvernance. C'est la question de gouvernance la plus importante du football international aujourd'hui. Qu'est-ce que la FIFA a donné ? Elle a donné à Trump un prix de paix. Elle lui a offert un bureau dans la Trump Tower, elle a placé une réplique du trophée dans le bureau ovale, elle a mis son président sur sa scène avec une casquette rouge, elle l'a appelé ami proche. Et en retour, elle a obtenu un tournoi où un arbitre somalien a été renvoyé à la frontière, où un photographe irakien a passé 10 heures en détention et n'est jamais entré, où 15 membres du personnel iranien n'ont pas de visa, où les joueurs sénégalais ont été filmés sous un contrôle de sécurité individuel avec des chiens, où Trump s'est tenu devant les journalistes et a affirmé que son administration veille à ce que les bonnes personnes entrent. Je ne prétends pas que la FIFA ait fait le mauvais calcul en amenant la Coupe du Monde aux États-Unis. Je ne sais vraiment pas si une autre approche aurait produit de meilleurs résultats pour les participants qui ont souffert de ces situations. Ce que je sais, c'est que l'approche choisie par la FIFA, l'alignement personnel avec Trump, la célébration publique de la relation, l'invention de prix et l'ouverture de bureaux et la mise de trophées dans le bureau ovale n'a pas protégé les personnes qu'elle était censée protéger. Le système de passe FIFA n'a pas protégé Omar Artan. Les accords bilatéraux n'ont pas protégé le personnel iranien. La procédure accélérée n'a pas empêché la détention de 7 heures d'Aymen Hussein. Le football continue de se dérouler. Le tableau est complet. Le tournoi produira des matchs extraordinaires et, lorsqu'on jouera la finale au MetLife Stadium le 19 juillet, ces cas ne seront que des notes de bas de page dans la plupart des couvertures. Je le sais. Je comprends pourquoi cela arrive. Mais je continue à repenser à la phrase d'Infantino. Sans Trump, il n'aurait pas été possible d'être ici. Et je me pose la question que je ne pense pas que la FIFA se pose publiquement. Possible pour qui ? Omar Artan est à Mogadiscio. Le photographe de l'équipe irakienne n'est pas aux États-Unis. 15 membres de la délégation iranienne ne sont pas au match de leur équipe. Les joueurs sénégalais ont été filtrés un à un dans un aéroport américain. Ce sont les personnes pour qui le tournoi, dans sa forme actuelle, n'a pas été possible. Et je ne sais vraiment pas ce que signifie que la réponse du président de la FIFA à tout cela, à chacun de ces cas, soit « se calmer ». Se détendre. Nous ne contrôlons pas tout. Qu'il s'agisse d'honnêteté ou de reddition, c'est une question à laquelle je ne suis pas prêt à répondre, et je ne suis pas sûr que l'on puisse y répondre avant la fin de ce tournoi.